Le 24 avril dernier, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques, LCC, et le ministère de laïcs protestants, Milapro, a annoncé des consultations des forces sociales et politiques de la nation pour des actions à mener, ce en marge de l'examen notamment de la loi électorale. Devons-nous nous attendre à la reprise des manifestations comme ce fut le cas en 2016, entre 2016 et 2018 avec le CLC. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission. Nous recevons pour vous, dans le cadre de ce nouveau numéro, Maître Hervé Diakessé. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Vous êtes porte-parole non de CALCC, moi encore de Milapro, mais de CLC. Oui, je suis porte-parole du CLC, mais il est vrai que lors de premières manifestations CALCC Milapro, avec les forces sociales et politiques, je leur avais prêté ma parole, ils m'avaient fait l'honneur d'être leur porte-voix uniquement dans les cadres de ces manifestations. Voilà, vous avez l'expertise en la matière apparemment. Disons que c'était beaucoup plus facile, je le faisais déjà pour le CLC et que je puisse aider des frères des luttes, des frères dans la vision des choses. Mais je ne suis pas si expert que ça, mais bon. Mais vous partagez quand même leur combat, le fait absolument, oui, bien entendu. Là, nous partageons les mêmes combats parce que c'est les mêmes charismes en réalité dans l'engagement citoyen des laïcs, qu'ils soient protestants, catholiques, etc. Le CLC, c'est le comité laïque de coordination. Le CALCC, c'est le conseil de l'apostolat laïque et catholique. Et le Milapro, comme vous voyez, c'est le ministère des laïcs protestants. Donc on est tous ensemble en fait. Donc dans cette émission, on parlera bien entendu de ce message-là de CALCC et de Milapro, mais on abordera également d'autres sujets d'actualité, notamment la clôture de la table ronde avec cette tension, pas tension entre Katanga et Kassaya, mais il y a au moins une table ronde autour de ça. On abordera également les négociations avec les groupes armés. On essaiera d'en savoir un peu plus parce qu'il faut dire que vous travaillez également dans ces différents domaines de la sécurité, de cohabitation entre différents peuples ici dans notre pays. On commence par ce discours ou ce communiqué de CALCC de Milapro. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dedans? Oui, à titre individuel, parce que pour le moment, je pense que le CLC va prendre aussi une position, c'est imminent. En réalité, ça découle d'une réalité qui dépeint, à mon sens, si vous me permettez, de fixer un peu la toile de fond de la situation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que dans votre entame, vous avez même parlé de si c'est le retour ou le recours aux manifestations de 2016-2018, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est presque dans le même contexte, avec les mêmes acteurs qui ont juste changé des rôles. Donc vous avez aujourd'hui les tenants du pouvoir d'aujourd'hui ont exactement les mêmes discours que les tenants du pouvoir d'hier et les opposants d'aujourd'hui. Surtout dans la même situation. Exactement. Donc vous avez la même condescendance, les mêmes orgueils, les mêmes mépris et la même volonté de faire un passage en force et au fait accompli par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et qui étaient les discours des opposants, qui étaient en fait les discours de ceux qui sont devenus opposants aujourd'hui. Et à l'inverse, vous avez les mêmes désirs de vouloir au moins clarifier les règles du jeu, la volonté de garantir une transparence, d'éviter des confrontations inutiles, et toujours, et voilà pour en revenir, les mêmes appels à se parler, le même appel à voir l'intérêt général, le même appel à privilégier en réalité la régularité des scrutins, l'intérêt de la population et le respect du souverain de la part souvent de l'Église catholique protestante et des laïcs sérieusement engagés dans ces questions-là. En fait, le décor est planté. Mais si vous permettez, j'ai juste quatre éléments à mettre dans la toile de fond. Nous avons la situation de l'insécurité à l'est de notre pays qui ne fait que s'aggraver. Nous devons aboutir à un constat, c'est que peut-être le format de l'état de siège dans sa configuration actuelle a démontré certaines limites. On va en parler de l'état de siège et de l'insécurité. Exactement. Donc, ça, mais je voulais d'abord qu'on parle de ce communiqué, de cette lettre de CALCC et de Milapro, par exemple, quand ils disent, en tout cas les deux structures disent craindre une dérive dictatoriale, est-ce que vous ressentez cela?
Mais justement, je vous réponds pour situer en fait, sans entrer même dans les contextes sécuritaires généraux, je place juste la toile de fond qui justifie ces propos. Donc on a cette situation de la nécessité peut-être de gérer l'état de siège autrement, en mettant peut-être les militaires qui s'occupent en fait des questions militaires et de revenir aux libertés publiques habituelles. Vous avez la question des institutions de l'État qui sont en réalité, c'est déjà les éléments motivants, les sursauts d'indignation de nos frères, les institutions de la République qui sont réellement alignées derrière un président candidat à sa succession et un candidat président. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, chef d'une institution, qui peut afficher des banderoles devant le siège du Parlement où il dit qu'il est là pour appliquer la vision du chef de l'État. Est-ce que c'est mauvais? C'est la majorité du président de la République. C'est contraire au principe de séparation de pouvoir. Vous êtes le chef du législatif. Vous n'appliquez pas la vision du chef de l'exécutif. Le législatif fait les lois et contrôle le fonctionnement de l'exécutif. Donc, si on a fait une séparation de pouvoir, ça a bien un sens. C'est pas la faute au régime quand même, c'est la faute à une personne ou une personne. Non, c'est le chef d'une institution et un politicien suffisamment rodé. Et l'institution se comporte en conséquence. L'institution se comporte en conséquence lorsque, en fin de compte, les députés fonctionnent en assemblée croupion et du coup, on oblige tout le monde à dire venez, on va discuter, mais discuter au sein des institutions, alors que ces institutions se sont alignées et ont pris position vis-à-vis de quelqu'un qui est candidat au scrutin à venir. Il est également président actuellement. Oui, qui est président, mais nous ne parlons pas de son mandat actuel, nous parlons de l'organisation des scrutins à venir. Donc, du coup, ces structures-là, au lieu d'être des institutions neutres, sont déjà des structures partisanes. Voilà pourquoi on leur demande de trouver un cadre extra-institutionnel pour lever les grandes options qu'il faudra traduire après dans la loi, dans l'intérêt de tous. À quoi serviraient ces institutions si à chaque fois on doit aller discuter en dehors Parce qu'on est mais justement, et nous revenons aux mêmes choses. Mais pourquoi nous revenons aux mêmes choses? Pourquoi ne pas bien faire les choses maintenant, discuter dans le cadre des institutions? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais lorsque les institutions sont elles-mêmes issues d'un galvaudage, issues des débauchages, elles perdent de leur neutralité. Il n'y a d'institutions que d'hommes. Ce sont les hommes qui incarnent les institutions. Les institutions, vous ne les touchez pas. Vous parlez du Parlement, vous parlez de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez les toucher? Peut-être les bâtiments. Mais ce sont les individus qui y siègent, qui en donnent l'esprit. Or, l'esprit qui y règne est un esprit partisan. C'est un esprit d'alignement caporalisant. Donc, on peut le faire parce que vous soutenez un régime, il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous parlons d'élections, les élections, ce n'est pas les cadeaux d'un régime, ce n'est pas les cadeaux de l'exécutif. Les élections, c'est l'exercice de la souveraineté du peuple, de vous, de moi et de tout le monde. Ça veut dire, vous, Madame Odia, moi, le président Tshisekedi et n'importe quel autre citoyen, nous valons en matière d'élections parce que nous avons une voix. Donc, lorsque nous parlons de la régularité des élections, lorsque nous parlons de leur transparence, lorsque nous parlons de leur inclusivité, il n'y a pas le monopole d'une majorité. Ici, il s'agit des règles de jeu à définir en tirant l'expérience du passé. National, puisqu'on en parle, il y a la majorité, il y a l'opposition. Donc, il y a les structures, c'est la structure ou l'institution adéquate pour parler de ça. Non, on veut bien faire les choses, mais on remet en cause pour parler de l'élection. Par exemple, on parle de la loi électorale. Bon, la majorité, et vous le savez bien, les personnes qui portent la loi électorale actuellement ne sont pas tous de la majorité. Non, la question ne se pose pas dans ce sens. Nous ne parlons pas tellement des textes. Les textes dans ces pays ne posent que très rarement problème, sauf quand il y a à colmater les erreurs de l'expérience passée. Mais nous parlons de leur application et surtout de la crédibilité, de la neutralité, de l'indépendance de ceux qui sont appelés à les appliquer. Cette Assemblée aujourd'hui, dans sa grande majorité, en commençant par son propre président, s'est déjà déclaré pour la candidature du président candidat et du candidat président. Non, parce que vous avez parlé de l'institution. Il est important de fixer que l'institution n'est pas dans la neutralité. S'il vous plaît, oui. On parle de la loi électorale qui est sous examen actuellement. Parce qu'il faut dire que le communiqué de KLCC de Milapro tire son fondement également de cet examen de la loi électorale. Mais à l'intérieur de cette institution qui est l'Assemblée nationale, vous avez et la majorité
et l'opposition. Pourquoi ne pas discuter dans ce cadre-là, parce que tout le monde s'y trouve? Très bien. Permettez-moi maintenant de développer mon argumentaire, parce que ça risque en fait de créer un amalgame. La loi électorale en elle-même, par exemple pour nous, les CLC, nous avons participé aux réflexions de la société civile pour produire ce qu'on appelle le référentiel de la société civile qui devrait être intégré dans la loi électorale. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont dans cette loi dans lesquels nous nous retrouvons. Comme je vous l'ai dit, en soi la loi elle-même n'est pas un élément problématique. Nous avons pris des positions contre les seuils, nous avons insisté pour que les campagnes électorales ne soient plus des monnayées, etc. Qu'il n'y ait plus cette question dynastique des suppléances, etc. Ou d'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai suivi les débats et je crois qu'il y a eu une mauvaise lecture de l'article 13 de la Constitution où on parlait du fait que poser l'interdiction de la succession dynastique ou des candidatures, des suppléances dynastiques, c'est porter à fait atteinte au principe de non-discrimination lié à la famille. Non, ça c'est un faux débat. Nous parlons de la suppléance. Il n'est pas interdit à madame et à l'enfant d'être candidats par eux-mêmes. Mais ce qu'on interdit, c'est qu'ils soient vos suppléants pour que quand vous partez, eux vous remplacent. Donc il ne faut pas... La discrimination, c'est pour... si on leur interdisait de postuler. Mais nous disons que dans les cas de la suppléance, non, parce que ça crée un conflit d'intérêts. Donc il y a beaucoup d'éléments dans la loi électorale Élisée Odia qui ne nous posent aucun problème. Disons dans la proposition qui est en train d'être faite, qui ne nous pose aucun problème. Parce que la question n'est pas, comme je vous l'ai dit dès le début, tellement dans les textes en eux-mêmes. C'est dans leur application. C'est là où nous aurons un problème. On n'est pas encore là. Ah si, nous en étions déjà là lors de la désignation des animateurs de la CENI. Voyez-vous? C'est une autre loi. Non, mais qui... Non. La loi qui les a mis en place a déjà connu un galvaudage. Or, ce sont eux qui vont mettre en application la loi électorale. Donc, la règle du jeu. Donc, il faut dès le départ, lorsqu'on est en train d'élaborer, les débats autour de cette loi ne tiennent pas seulement compte de la loi elle-même. En fait, c'est comme en matière de football. Ce n'est pas seulement la règle du jeu qui va se jouer au terrain, mais c'est l'attitude des arbitres, c'est l'attitude des juges de tous. C'est le VAR et la capacité qu'a le public de s'assurer de la régularité du jeu. Nous en sommes là. Donc, ne réduisez pas la question électorale. L'attitude également, c'est cette intention. Vous prêtez déjà des intentions alors que le match n'a pas encore commencé. Vous recusez le juge, vous recusez l'arbitre, vous recusez le juge. On ne prête qu'au riche Élisée Odia. Parce que attendre le match pour ensuite commencer à juger de l'attitude des uns et des autres. Parce que nous en avons déjà payé un prix très cher. Vous êtes dans les intentions. Non. Nous avons déjà payé un prix très cher, comme vous aviez dit lors des événements de 2018. Nous savons lire des signes du temps. Et la dernière, déjà vers 2016-2018, quand on tirait la sonnette d'alarme, vous allez dire, mais vous auriez dû le dire très tôt, c'est trop tard. On recommence la même chose parce que cette fois-ci, la majorité actuelle, c'est juste transposer, c'est substituer aux méthodes du régime passé qu'ils conspuaient. Donc ils ont juste créé une sorte de FCC béton, alors que dans les temps, c'était un FCC Kabila. Donc, n'attendons pas quand il sera trop tard. Je vais vous donner les conséquences, parce que ce que vous êtes en train d'intégrer, c'est quoi? Premièrement, si nous laissons les choses continuer telles quelles, vous nous reprocheriez de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme avant, parce que les systèmes de forcing, de désignation des animateurs, c'est exactement ce que nous avions connu lors des élections passées. Mais en ce moment-là, on nous disait, attendez, la désignation des membres du bureau, donc à part le président de la CENI, la désignation des membres du bureau de la CENI, c'est fait par galvaudage. Il y a des partis qui ont dénoncé des gens qu'on a mis à l'intérieur, qu'on a débauchés, et qui ne sont pas, qui ont été radiés de leur parti. Est-ce que ça c'est nouveau? Non, si. On ne peut pas refaire la caravane. Non, Élisée Odia. Élisée Odia, permettez-moi d'insister là-dessus, parce que vous venez de poser une question et vous ne voulez pas cette réponse. Vous avez dit, mais attention, pourquoi vous commencez déjà alors que vous devriez attendre? Moi, je suis en train de vous dire, mais parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le débauchage des animateurs, ne l'avions-nous pas connu en 2016?
On en a vu les conséquences. Donc si on commence à débaucher, qu'est-ce qu'on a? En réalité, le système qui est en train d'être mis en place, c'est un système qui sera perçu comme étant les leviers du processus électoral entre les mains d'un seul camp, les camps du président candidat à sa propre succession. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va créer la neutralité? Qu'est-ce qui va créer le climat de confiance? Qu'est-ce qui va garantir les élections apaisées? La garantie des transparences. Élisée Odia, ce pays est en train de danser sur un volcan. La colère de cette population, sa frustration est en train de prendre des proportions totalement inestimables. Alimenté par certains politiques. Mais c'est malheureux. Mais si c'est alimenté, donc ça trouve une cause. C'est pourquoi il faut désamorcer. Où est le mal qu'il y a à garantir aux gens que la règle du jeu sera respectée? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr qu'on n'aura plus les mêmes conséquences. Parce que quand la colère de cette population va vraiment se manifester, qui d'entre nous garantit que nous allons encore garder ces pays dans sa dimension actuelle avec la libération des discours ethniques, des discours de colère et du repli identitaire? Il est encore temps de bien faire. Ressaisissons-nous. C'est primordial, c'est fondamental. On est en train de, vous avez dit, on se retrouve dans le même contexte que nous étions entre 2016 et 2018. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le régime Tshisekedi est un peu sur la droite ligne du régime Kabila? Je pense qu'à un moment donné... bonnet blanc, blanc bonnet, où on peut avoir quand même des signaux qui montrent que non, c'est deux régimes un peu distincts. Je risque de ne pas être neutre parce que j'ai beaucoup de sympathie et un sens de fraternité pour le président de la République. Et aussi parce que, deux fois, je sens en lui des éclairs de sincérité, mais qui sont trahis par la réalité. Voyez-vous, lorsqu'il nous a tous mobilisés pour créer l'union sacrée, il vous a appelé, vous les journalistes, il nous a appelé, nous la société civile, il a appelé tous les corps sociaux et politiques. Qui n'est pas venu au Palais de la Nation? Dr Denis Mukwege est venu, Moïse Katumbi est venu, Jean-Pierre Bemba est venu. Fayulu n'était pas venu. Non, mais oui, Martin Fayulu n'était pas venu. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc, les gens sont venus de toutes tendances, de tous horizons. Parce qu'il nous a appelés en disant que le pays était entravé par l'accord qu'il avait avec ses anciens partenaires du FCC dans le FCC Cash. Et que donc, il cherchait une voie de sortie. Nous tous, nous l'avons encouragé à dissoudre cet accord parce que les pays étaient enlisés dans les querelles permanentes. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en cours de route, alors qu'il aurait dû produire ce qui est une union sacrée, donc ça veut dire qu'un regroupement de forces patriotiques qui privilégie l'intérêt général et non un alignement partisan et caporalisant, ils nous ont produit un FCC béton. Donc en réalité, ils ont juste récupéré, ils ont fait ce qu'on appelle, je crois, en matière de matière boursière, hein, une sorte de OPA hostile. Ils ont juste récupéré le FCC de Kabila, ils lui ont donné un cachet béton et ils recommencent exactement les mêmes choses. Politique du fait accompli, vous ne voulez pas, vous restez, vous ne dialoguez pas avec nous au sein des institutions, ce n'est pas notre affaire, nous allons créer une CENI. À notre image, un président que nous imposons, il y a des postes dans l'opposition, vous ne voulez pas, on débauche et on dit qu'ils sont là au nom de l'opposition, alors qu'eux-mêmes les dénonçaient avec Jean-Pierre Kalamba. Vous étiez là, reporter, je vous suivais au dialogue de la Cinco. On peut encore avoir tous les communiqués de l'UDPS. Si vous entendez même leurs communicants, ils ont exactement le même discours que les anciens communicants de Kabila. Et les communicants de Kabila ont les mêmes discours qu'eux avaient à l'époque. Rien, malheureusement, plus on s'approche des scrutins, rien ne démontre la volonté, et c'est dangereux, de jouer selon les règles du jeu. Élisée Odia, la loi en elle-même n'a jamais été un problème. C'est les conséquences de leur mise en œuvre et la garantie de l'indépendance et de la neutralité. C'est là le problème. Et ça, les gens doivent se voir, se parler. Parce que s'ils ne le font pas maintenant, ils finiront quand même par le faire, contraints par l'histoire. On parlera quand même de cette partie, dialogue ou pas, on verra. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous donneriez raison à Kabila lorsqu'il a dit, en tout cas en fin mandat, que le problème, son échec, c'était de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais?
Parce qu'au regard de tout ce que vous êtes en train de décrire ici, c'est en fait l'homme congolais qui est remis en cause. Non, je ne suis pas d'accord avec Joseph Kabila pour ça. Si c'est son échec personnel. Oui, il avait eu tous les moyens de le changer. Ça n'a rien à voir avec l'homme congolais. Qui était à l'opposition hier qui disait dis-moi qui tu fréquentes. Le contraire aujourd'hui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'était à lui de chercher les bons hommes congolais. Il avait tous les services et renseignements. Félix Tshisekedi a le même problème. Mais son propre parti le lui reproche. Et alors, c'est pas parce que Joseph Kabila a dit ça que c'est forcément vrai. Il avait la latitude. Quand on a les services de renseignement, c'est pour identifier la crème des crèmes. Sauf que lui aussi, il a basculé en acceptant les Djalelo. Alors qu'il était, au début, il avait beaucoup de modestie. C'était un président, quand même, entre le moment où il a pris les pouvoirs en succédant à Moussé, il nous a amené au dialogue des Sun City. Il a partagé les pouvoirs dans les cadres d'1+4. On a organisé des élections. On a eu des nouvelles institutions. Mais donc, dès qu'ils ont neutralisé Jean-Pierre Bemba, lui aussi s'est senti pousser des ailes. Donc, il n'a pas à dire qu'il n'a pas pu trouver l'homme congolais. Il avait les temps, il a quand même eu 18 ans pour en trouver. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, lui aussi souffre de même mot, au fait. C'est son affaire. C'est pas l'affaire des Congolais. Non. Et pourtant, il travaille avec des Congolais. Hein. Nous sommes victimes du fait de ceux qui ne savent pas sélectionner l'équipe. Attendez, si nous avons un sélectionneur qui ne parvient pas à nous trouver des bons joueurs, on les dégage et on cherche un autre qui nous aligne des... Attendez, ce pays a produit les docteurs Mukwege. Ce pays produit des gens intelligents qui sont en train de faire notre honneur à travers le monde. Nous avons une diaspora extrêmement dynamique. Nous avons une jeunesse ici qui est en train de s'illustrer. C'est la politique qui bloque tout. Pourquoi? Parce qu'on a juste affaire à des individus qui veulent le pouvoir, les avantages du pouvoir et tout ce qui peut rivaliser en termes d'intelligence, en termes de compétences, parce que ce qu'ils veulent, c'est des gens qui les encensent, les traitent des grands prêtres, des Oumela, etc. Hervé Diakité, on risque de dire que vous êtes juste peut-être un aigri, parce que vous avez été candidat à la CENI, à la présidence de la CENI. Aigri, haineux, jaloux, oui. Et quoi encore? Tribaliste. Oui, mais tout ça, peut-être pas, moi je ne dirais pas tout ça, mais vous aviez été candidat à la présidence de la CENI. Votre candidature a été recusée. Est-ce que c'est pas... En fait, on n'a pas été retenu, c'est pas la même chose. Ça n'a pas été retenu. Est-ce que vous ne dites pas tout ça parce que justement, vous n'avez pas obtenu ce que vous cherchiez depuis? Élisée Odia, j'étais comme parmi d'autres candidat à la CENI parce que j'avais l'ambition d'assurer la tenue des élections avec crédibilité, indépendance et sérieux. C'est ça mon expérience quand j'ai été coordonnateur du bureau de représentation de la CEI lors des premières élections dans le Congo central. J'ai déposé ma candidature au niveau de la SENCO. C'est que beaucoup oublient. C'est au niveau de la SENCO qu'on ne m'a pas présenté. C'est tout. Je n'ai jamais été confronté à Denis Kadima ou à qui que ce soit. Mais ce n'était pas mon destin. Je n'en fais pas un problème. Par contre, mon engagement social... Ça laisse des séquelles quand même. De quoi? Du fait de ne pas... Bah oui. Si vous savez les nombres des choses auxquelles j'ai postulé que je n'ai pas eu, mais ça ne m'a pas empêché de vivre. Non, j'aurais bien voulu, mais ça n'a pas été. Donc ça veut dire que je peux assurer mon engagement autrement. Mais par contre... Ça influe quand même sur votre façon de voir les choses aujourd'hui. Non, non, ça influe sur ma détermination à vouloir que les élections soient crédibles. Si ceux qui m'ont, par exemple, m'ont supplanté ou ceux qu'on a mis à ma place font les jobs, mais je suis content. Bah, vous leur laissez même pas le temps de faire le job. Attendez, je vais vous citer un cas. Mais ce que je ne veux pas. Si on m'a mis, par exemple, si il y a eu un dispositif de me mettre à l'écart parce qu'on estime que je suis incontrôlable et non susceptible d'être manipulé, donc ça veut dire qu'on veut que les scrutins puissent être manipulés. Là, je m'insurgerai parce que les élections, c'est notre propriété à tous, c'est l'exercice de notre souveraineté. Je vous cite un cas, ça peut être anecdotique. Lorsque le ministre des Finances a voulu s'interposer dans les questions des commandes de la CENI, parce que vous estimez que je peux être aigri, jaloux, etc. On est dans les suppositions, dans les intentions, vous l'êtes exactement. Alors, il n'empêche que moi j'ai pris publiquement position par un tweet pour dire le ministre des Finances n'a rien à faire en ce qui concerne la gestion de la CENI, parce que la CENI est statutairement et par sa loi organique et par la Constitution, administrativement et financièrement indépendante. Pourquoi je ne me suis pas juste frotté les mains et me dire rentrez-vous dedans, après tout, vous l'auriez cherché? J'ai pris position.
Voyez-vous? Parce que là, j'ai pris position en tant que républicain par rapport à une institution que j'ai eu à servir, mais surtout par rapport à un mécanisme, un dispositif qui doit être le plus indépendant possible, parce que c'est l'exercice de votre souveraineté, de la mienne, en tant que peuple. C'est ça. On va aborder très rapidement les deux dernières thématiques, mais je reviens. Est-ce qu'on peut s'attendre aux manifestations, comme c'est fait le cas entre 2016 et 2018, c'est-à-dire voir des chrétiens dans les rues des villes, non seulement de Kinshasa, mais de la République, justement pour exiger des élections libres, transparentes. Est-ce que aujourd'hui, le KLCC, même si vous n'en faites pas partie, ou le Milapro, sont capables de mobiliser les chrétiens ou les peuples congolais? Les KLCC et Milapro ont mobilisé les forces sociales et politiques lors de leurs 2 marches qui ont été un franc succès. Donc, avec le Front Patriotique et le FCC et tout. Mais écoutez, les citoyens congolais ont décidé de revendiquer. Pourquoi ils ne devraient pas le faire? Ça a été une mobilisation, c'est un fait. Mais est-ce que c'est la question simplement des mobilisations? Vous savez, je vous livre le fond de mon cœur. J'aimerais, et vous l'avez dit, pourquoi chaque fois nous devons toujours répondre la même ancienne, dialogue, discussion. J'aimerais un peu une fois pour toutes, comme un peu les peuples français, comme ailleurs, que les élections soient une situation normale. Juste que nous allions exercer nos droits. Or, malheureusement, les élections deviennent des situations anxiogènes, polémogènes et annoncent toujours des lendemains inquiétants. Vous voyez? C'est pourquoi en amont, nous cherchons à désamorcer. Donc il faut un dialogue. Il faut que les gens se parlent. Appelez ça comme vous voulez, dialogue, négociation. Pourquoi? Pourquoi, Élisée Odia? Je vous donne 4 cas, s'il vous plaît. Rapidement. Très rapidement, mais ça va vous illustrer le contexte. Est-ce qu'on a le droit de manifester aujourd'hui dans la ville de Kinshasa? Non. Le gouverneur Ngobila a toujours brandi le prétexte de Covid pour toute manifestation qui n'est pas... Non, il y a eu une manifestation de l'UDPS au Palais du Peuple ça, c'est pour l'élection d'Ombata. J'entends très bien. Vous avez entendu ma phrase pour toute manifestation qui est perçue qui n'est pas pro-pouvoir. Mais l'UDPS peut manifester. Dernièrement, on vient de saccager les sièges de SID en agressant physiquement les membres. Mais le gouverneur Ngobila peut lui tenir des meetings. L'UDPS peut tenir des meetings. Le président de l'Assemblée nationale peut tenir des meetings. Le gouverneur Ngobila a même créé une zone de non-manifestation en toute illégalité. Pas devant les sièges de l'UDPS. Pas le long du boulevard Lumumba en venant de la Tchango. Mais eux peuvent occuper tous ces sites-là. Ça ne pose aucun problème. Donc, au Katanga, à Lubumbashi, les gens ont manifesté, on leur a tiré dessus, à balles réelles. Voyez-vous? Et personne ne peut dire que sur l'étendue du territoire national, c'est déjà à Kinshasa, là où les bois verts, on essaie de les brûler. Et dans les provinces, où le contrôle est encore plus compliqué, où les bois secs, qu'est-ce qu'on n'en fait pas? Donc ça, vous êtes à la veille des élections. Deuxième. Vous ne pouvez pas. Deuxièmement, vous regardez la situation économique et sociale de ces pays. Vous réalisez les... Maximisation de recettes comme on n'a jamais vécu. Parlez-moi de la maximisation des recettes à Païkungi, là où aller juste à Terre Jaune, à la Tchangou, etc. Oui, c'est un bon début. Oui. Sur Twitter, sur WhatsApp. Non, mais on le voit. Oui, dans vos conférences de presse en salle climatisée. Ce n'est pas la situation de la population. La population est dans une grande colère, dans une grande frustration. Quand elle voit qu'il y a une sorte de mercato politique entre les opposants d'aujourd'hui qui étaient au pouvoir hier et les opposants d'hier qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui tiennent en échangeant les rôles exactement les mêmes langages, les mêmes discours, de Oumela, Tozalia, Salambo, Kanayo, Soko, Sepelite, etc., etc., et leur misère. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une colère qui est latente, qui me fait peur, parce que c'est cette colère qui est en train de libérer les discours ethniques, les discours tribaux. Les gens commencent à se poser la question. C'était comme ça avec Kabila, c'est comme ça maintenant avec Fachi. Qui nous garantit qu'après ça va changer? Peut-être que chacun devrait rentrer chez soi et s'occuper des siens. Ça, l'unité nationale, c'est les combats de nos aïeux. Depuis les années 60, jusqu'en 65, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule chose que nous ayons préservée. Mais nous commençons aussi à enfoncer la brèche
de la dislocation de ces pays. Parce que l'unité des cœurs n'y est plus. Les gens ne se parlent plus en tant que compatriotes. Les gens se parlent en tant que Mukongo, Bandundu, Muluba, Moussoaïli. On a vécu du temps de Kabila où c'est une situation actuelle. Du fait de l'actuel régime, d'aucuns qualifient de tribalisme. Je pense que déjà sous Kabila, certaines choses commençaient à pointer. Hein? On parlait plus du pouvoir de l'Est, des choses comme ça. Mais on faisait encore semblant. Actuellement, les langages, les discours, vous voyez, attention, hein, je ne fais pas un procès d'intention, hein, je ne fais pas le procès d'intention du régime. Mais je suis en train d'analyser ce qui, avant, se faisait avec une certaine pudeur, et que maintenant... Une certaine discrétion. Une certaine discrétion, parce que l'hypocrisie, comme on dit, hein, c'est l'hommage que les vices rend à la vertu. Maintenant, on ne fait même plus semblant d'être hypocrite. Nous parlons en termes de Kassaïens, Moulouba, Bandundu, Mpangistanais, comment encore Taliban, etc. Bon, Taliban, Pangistan, je me dis toujours encore, ça peut encore aller, c'est un discours général, parce que dans Taliban, ce n'est pas tant la tribu et l'ethnie, c'est peut-être un comportement de fanatisme, comme les talibans en Afghanistan, etc. Mais, aujourd'hui, le problème, c'est que vous et moi, on parle français, on est sur les plateaux de télé, mais quand vous rentrez, vous allez au fin fond des camps Luka, vous allez au fin fond des Sangamamba, vous allez au fin fond des Kikonka, vous allez à Makaïvoabi, vous allez à Manono, vous allez à Bogoro, vous allez à Binga, vous allez à Zongo. Vous ne comprenez réellement pas la colère de ces peuples. Troisième élément. Si vous enlevez donc cette crise économique et la libération de la parole ethnique, vous avez maintenant ce qu'il y a, c'est que l'intolérance de l'État. Nous n'avons plus malheureusement de plus en plus un comportement républicain. La proximité des échéances crée un comportement de survie de pouvoir qui ne respecte plus les libertés publiques de plus en plus. On nous avait dit que les cachots de la NER étaient fermés. Nous l'avons vu par un cas éclatant de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État qui a fait plus d'un mois. 50 jours à peu près. C'est juste pas normal, au vu et au su de tous. Les mesures phares du régime, le procès des 100 jours, a abouti à quoi? À la libération de manière juridiquement contestable de la plupart de ceux qui étaient condamnés. Même ceux qui étaient exclus de la grâce présidentielle, on les a vus reprendre à siéger au sein des institutions, au vu aussi de tous. Vous aviez 100 jours, hein, vous aviez Tchilegelou. Le peuple kassaïen dans son ensemble, lors de la tournée du chef de l'État, lui a dit que Tchilegelou, non seulement c'est une farce, c'est une escroquerie, et que le chef de l'État était environné de voleurs. Vous avez eu l'affaire des poissons, qui aurait dû arriver en décembre. Là, au moins, on a assisté pour la première fois, c'est la destitution d'un ministre par cette Assemblée nationale que vous avez décriée tout au début. On ne l'a jamais vu dans cette République. Ce sont des choses à mettre aussi à l'actif. Il ne faut pas peindre tout au noir. Il est extraordinaire qu'aujourd'hui nous puissions encenser le fait qu'une assemblée fasse enfin son boulot. Mais il est là pour contrôler. Il a fallu quoi? Donc il ne faut pas tout peindre au noir. Non, attendez, ça c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Vous avez les 100 jours, vous avez Tchilegelou. Maintenant, vous savez ce qui me fait rire, c'est que les gens ont commencé à avoir peur chaque fois que le gouvernement annonce des projets. Sans créer un territoire, tout le monde se dit déjà, un peu l'expression quinoise, ça va être une sorte de COP, où les gens vont encore créer des structures fumeuses, opaques, pour siphonner les fonds de l'État et se préparer un butin de guerre pour la campagne électorale. Nous sommes dans ce genre de configuration. C'est malsain. Nous perdons l'essence de la République. Nous sommes en train de considérer que les charges de l'État, la puissance publique, c'est un butin de guerre qui appartient à celui qui peut s'en accaparer. Retrouvons-nous. Se retrouver, parce que je connais votre idée. Vous pensez, non, en fait, les gens vont se rencontrer pour parler poste et prendre des minutes. Mais non! Parlons de la manière dont... Les mêmes causes vont produire, c'est la même procédure, même méthodologie, et puis ensuite, c'est le même résultat. Mais non, parce que s'ils se réunissent à temps, Élysée Odia, s'ils se réunissent à temps, tant que le président est encore dans son mandat constitutionnel, on ne peut pas les contraindre à nommer des gens qu'il ne veut pas. C'est les jeux parlementaires.
C'est quand il est hors mandat que dans ce cas, on lui dit oui, vous n'êtes plus légitime, votre mandat a pris fin. Élisée Odia, on doit convoquer les élections présidentielles à quelle date? Le président Tshisekedi, son mandat doit expirer constitutionnellement en 2023 janvier, puisqu'il avait prêté autrement dit, les élections présidentielles doivent être convoquées 90 jours avant. En septembre 2023. Nous sommes aujourd'hui en fin avril 2022. Est-ce que vous voyez les signaux qui justifient à vos yeux que nous aurons les élections en ce moment-là? En tout cas, le Premier ministre l'a dit lors de la conférence de presse. Comme ses prédécesseurs le disaient à l'époque de Kabila, et comme Kabila nous disait, je respecterai. Méthodologie, donc voilà on aboutira à un dialogue pour aboutir à un partage. Voilà pourquoi il vaut mieux de fois se rendre compte qu'il y a des questions sérieuses. On peut discuter en tant que responsable, sans forcément parler de la tambouille, des partages de postes, parce que nous parlons de l'exercice de la souveraineté de notre peuple. Notre peuple a droit à des élections crédibles. On peut voter comme des Français. Où est le mal? On a fait du mal à qui? Pour que nous ne puissions pas un jour dire nous avons vraiment élu celui qui les mérite avec les résultats qu'il mérite. Ce qu'on demande, c'est qu'on ne veut pas des tricheries, on veut de la transparence, on veut que tout le monde soit candidat. Il nous reste 5 minutes, on va très rapidement aborder la problématique de cette table ronde. Vous avez tout à l'heure parlé de cette exacerbation tribalo-ethnique au niveau de la société congolaise. Table ronde à Lubumbashi entre Kasaïen et Katangé. Est-ce que c'était la bonne méthodologie pour essayer de résoudre? En mon sens, chaque fois que les gens doivent se parler, c'est toujours une bonne méthodologie. La question est qu'est-ce qu'on va en faire? Quelles sont les véritables causes? Les gens vont toujours fuir la famine, les gens vont toujours fuir la misère. C'est ça l'être humain. À la recherche de mieux-être. C'est un droit fondamental. Mais il ne faut pas rendre les thermomètres responsables de la fièvre. Voilà pourquoi les gens sont maintenant contraints à fuir chez eux pour aller ailleurs. Et pourquoi lorsqu'ils arrivent dans une communauté, il y a automatiquement des clashs. Et pourquoi si au sein de cette communauté, il n'y a que des clashs entre Katangé et Kasaïen, et il n'y en a pas entre Katangé et d'autres communautés. Alors qu'est-ce qui crée ces frictions-là? Et quel est le rôle des politiciens dans ces frictions-là? Comment laisser les gens cohabiter en tant que compatriotes qui ont tous le droit au mieux-être partout? J'espère qu'ils ont répondu à toutes ces questions lors de cette table ronde, en tout cas. Et la question est que notre État doit arrêter de se victimiser et se mettre au service de son peuple. C'est ça. Parce que nous ne pouvons toujours pas continuer à être dans une logique victimaire chaque année et regarder nos populations souffrir. Les gens partiront toujours. Ils ont droit à la vie. C'est pourquoi la question qui bloque ces pays, c'est la question de l'exercice du leadership. Tant que les fondements ne seront pas remis en place, ils seront ébranlés, nous nous retrouverons toujours dans cette même situation. Table ronde du côté de Lubumbashi pour parler négociation avec les rebelles. C'est vrai, je fais un peu de raccordement frauduleux. Non, c'est important. Donc, voilà. Donc table ronde d'un côté, négociation avec le rebelle de l'autre. On s'attend à quoi? À faire du remixage, du rebrassage. Est-ce qu'il fallait qu'on négocie avec les rebelles? Quand je dis nous, c'est-à-dire l'État congolais, mais après, voilà, est-ce que c'est l'échec de l'état de siège? Bon, je pense que l'état de siège était un mécanisme parmi tant d'autres. Si à un moment donné, il fallait renforcer le pouvoir de l'autorité militaire pour parvenir à éradiquer les méthodes de la guerre asymétrique, il faut maintenant savoir jusqu'où ça aboutit. C'est pourquoi j'ai dit il y avait un prix à payer, les prix étaient lourds, l'entrave aux libertés civiles, l'interdiction des manifestations. Bon, maintenant, voyons si après un certain temps, on ne peut pas utiliser un autre mécanisme. Avec les rebelles, les miliciens. Les gens se sont parlé au Katanga, les gens veulent se parler avec des miliciens. Mais les gens, oui, mais ils refusent de se parler pour préparer des élections apaisées. Vous comprenez la distorsion? Quel est le langage qu'on est en train d'envoyer? On se parle le Katanga parce que les Katangais ont haussé les tons. Et que du coup, on a peur que cette situation dégénère en affrontement intercommunautaire. Là, on parle. On se parle avec ceux qui tuent,
Et ce qui m'a choqué, nos propres militaires ont identifié des troupes rwandaises, des militaires rwandais, ont décrit leurs unités. Notre propre gouvernement a désavoué nos troupes. Ça, c'est scandaleux. Un jour, nous devons demander pardon à nos troupes et à l'âme de nos militaires qui sont tombés au front pour que ces pays gardent son intégrité. Ils se parlent. C'est l'opacité un peu de tous ces mécanismes qui décident que c'est toujours nous qui devons nous parler, alors que Kagame, personne ne lui impose de parler avec les FDLR. Museveni ne peut pas parler avec ses ADF, ses LRA et tout consort. Mais nous parlons toujours avec ces M23, il y a toujours des mécanismes, Addis Abeba, suivi, etc. Mais on ne connaît pas trop en réalité quel est le contenu de ces accords. Mais parlons-nous aussi chaque fois que ça peut nous épargner des pertes en vie humaine. Mais armons-nous aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est la faiblesse de notre leadership. Or, notre armée est organiquement placée comme les armées les plus fortes. Mais ici, quand il s'agit de parler maintenant de l'exercice de la souveraineté, de la crédibilité du processus électoral, on ne veut plus se parler. Élisée Odia, je vais vous dire cash comme moi je vois les choses. Votre mot de la fin, parce qu'on a vraiment fini. Les élections, nous les voulons inclusives. Ça veut dire quoi concrètement? Dans ces pays, on connaît plus ou moins les pôles d'exercice de pouvoir et les personnalités connues. Vous avez lui-même le président Tshisekedi qui est candidat à sa propre succession. Donc c'est un camp. Vous avez Martin Fayoulou qui persiste à revendiquer sa présidence et qui donc a un camp politique, la Mouka, qui est un camp qui le soutient. C'est un camp politique. Vous avez Jean-Pierre Bemba. Oui, il est dans l'Union sacrée. Je parle des pôles politiques qui s'agrègent. Après, les dénominations changent selon les circonstances. Hein. L'Union sacrée, c'est pour maintenant, mais par rapport aux élections. Vous avez Moïse Katumbi. 4. Et vous avez le camp de Joseph Kabila. Hormis lui, parce que... il y a votre camp de ceux qui se cachent derrière la société civile. Il n'est pas... Non, hormis Joseph Kabila qui n'est plus éligible, mais il a son camp. Donc, soyons pour une fois sérieux. Jouons les règles du jeu. N'empêchez personne d'être candidat et laissez les peuples trancher entre tous ceux qui veulent être candidats. C'est ça le caractère inclusif. C'est ça l'élément, l'un des éléments qui hypothèque la tenue des élections prochaines. C'est cette histoire de créer des subtils chantages. Est-ce qu'on va un peu modifier la loi? On va un peu écarter Katumbi? On va encore vérifier. Est-ce que Bemba peut encore être plus ou moins éligible parce qu'il y a la condamnation de la CPI? On va les bloquer. Et ça, vous croyez où est-ce qu'on va l'enlever? C'est dans la loi électorale. Vous me parlez de la... Kabound aussi, qui sait, il pourra aussi être candidat. Mais bon. Mais alors, il y a plusieurs pôles. Hein, mais alors, Kabound, on va dire quoi? Il est interdit à ceux qui ont désarmé la GR d'être candidat. Donc, tout ça, ça va être dans la loi électorale. Donc, vous comprenez, vous me parliez de la loi électorale. Vous dites, allez les discuter aux institutions. Non, ça, c'est la toile de fond. La loi n'est que le reflet des rapports de force politique lorsqu'il s'agit des élections dans la société. Si vous ne tenez pas, et je termine par là, lorsque nous étudions l'introduction générale à l'étude de droit, on nous avait parlé des éléments qui influent dans l'élaboration de la loi. On avait les facteurs de droit, les variables de fait. Si vous ne les intégrez pas, votre loi, si belle soit-elle, ne va pas s'appliquer. Elle ne peut pas s'appliquer. C'est le principe qui a fait qu'Antigone, on lui avait interdit d'enterrer son frère. Une loi qui t'interdit d'enterrer ton frère, qui va la respecter? Même si c'est une loi. Elle répond à la forme de la loi, mais on ne peut pas. Ce sont ces éléments. Si vous créez des lois en disant on va écarter Katumbi, on va écarter Bemba, on va écarter Fayoulou, votre loi ne s'appliquera pas, même si vous organisez des élections. Donc retrouvons-nous, levons les options, disons à chacun, pour vous, c'est quoi une élection transparente? Quelles sont les garanties que vous voulez pour la transparence? Quelles sont les garanties pour les contentieux? Vous allez faire des contentieux électoraux, vous kidnappez les juges de la Cour constitutionnelle, vous les logez au Kempinski en disant que vous voulez les protéger. Comme ça, chaque nuit, vous leur faites des pressions. Comment sécuriser ces juges sans qu'ils passent là où le président est candidat? Ça, c'est des réalités. Et si vous n'en tenez pas compte, l'histoire nous jugera. Parce que la première fois, elle se répète comme une comédie, mais la deuxième fois, c'est toujours une tragédie. Et que Dieu nous épargne des tragédies.
Merci Hervé Diakessé d'avoir répondu à nos questions. Vous avez compris que nous étions en face de porte-parole, si vous en doutiez encore, porte-parole de CLC, mais qui de temps en temps fait également le porte-parole au niveau de KLCC et de Milapro. Bon, il me les demande. Il vous le demande. Vous avez compris pourquoi de temps en temps il y a recours au service d'Hervé Diakessé pour jouer ce rôle. En tout cas, merci d'avoir été de nôtre dans le cadre de cette émission. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être sur votre prestigieux plateau. Merci, on remercie les téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, continuez à le faire. On s'est dit au revoir à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission et à très bientôt.